Enfin, un témoignage positif dans la presse généraliste des voitures électriques en vacances, les recharges, etc. L'angoisse de trouver une bande disponible des voyages qui durent et à l'allure d'escargot, on entend beaucoup de choses sur les longs trajets en voiture électrique. 20 minutes à sonder celles et ceux qui franchissent le pas. Bon alors. Très cher, long et compliqué. Visiblement, Katia n'est pas prête de partir en vacances en voiture électrique. C'est bien pour de petits trajets, c'est tout, tranche-t-elle. Sort-elle d'une mauvaise expérience? À quand remonte-t-elle? Avec quel type de véhicule électrique? Katia développe un peu une certitude, son expérience tranche avec la très grande majorité des 169 témoignages que nous avons reçus après notre appel à contribution, vous demandant de raconter la route des vacances en électrique. Il y a quelques autres déçus tout de même, comme Ludovic qui a acquis une Porsche Taycan en février dernier et dit prendre un temps fou à chaque recharge. Ah, Porsche Taycan ça va vite à recharger pourtant, hein. Et regrette de planifier désormais ses vacances en fonction de là où il y a des bornes. Oh là là, le problème de riche. Plus atypique, Thomas Charles a tenté en famille l'expérience du van électrique qu'il a loué pour un week-end. Nous sommes partis à 200 km sur 5 charges, nous avons eu 3 échecs. L'autonomie était aussi loin de celle annoncée par le constructeur. Sandrine, elle parle pour un ami qui a eu quelques galères en route vers la Bretagne, notamment pour trouver une borne qui fonctionne avec la carte bleue et qui ne demande pas une carte d'un fournisseur quelconque. Alors, mis à part ces quelques expériences, les récits sont positifs, pour ne pas dire dithyrambiques. Un grand nombre estime même inconcevable désormais de revenir en arrière. Ah, merci. En clair, de repasser sur un véhicule essence. Certes, il y avait quelques appréhensions pour celles et ceux qui réalisaient cet été leur premier grand trajet en électrique, à l'instar d'Aurélie, partie en famille dans le raid de la Creuse jusqu'au Pas-de-Calais, 700 km avec 2 arrêts recharge, le premier vers Orléans et le deuxième en baie de Somme. Des haltes que la famille a fait coïncider avec la pause midi pour la première, et le goûter pour la seconde, sans jamais de temps d'attente. Voilà, parfait. À Orléans, j'étais même la seule voiture à recharger. À la station, j'ai été super étonné que ce soit aussi facile avec tout ce qu'on entend sur les électriques. Clément Molisant n'est pas surpris, cet été est vraiment le premier où toutes les conditions sont réunies pour que ça se passe bien, glisse le délégué général de l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique, AVR. De plus en plus de véhicules permettent la grande itinérance avec entre 350 et 400 km d'autonomie. Surtout, 99% des aires de service des autoroutes concédées sont aujourd'hui équipées de bornes de recharge, soit 2922 points de recharge, dont 83% ultra rapides, qui permettent de recharger en 30 minutes sa voiture de 20 à 80%. Pas besoin de faire plus. Rappelle Chris, c'est pas besoin non plus de rouler moins vite que la vitesse réglementaire pour préserver l'autonomie, comme on le dit souvent. Denis et Thierry se souviennent bien de voyages en électrique sportif il y a plusieurs années, mais assurent que cette époque est révolue. Voyager est de plus en plus simple, car les chargeurs se multiplient, confirme Alexandre, passé à l'électrique il y a 3 ans. Certains voguent même très loin désormais, jusqu'au Portugal pour Jérôme, Tiphaine et Alain, en Irlande du Nord pour Julien, en Norvège pour Nicolas et Vanessa, sans difficulté majeure, assure-t-il. En tout cas, pour l'instant, pas de queue aux stations. Benjamin Maxime dit chacun avoir dû patienter 5 minutes, une fois, pour accéder à un point de charge, mais dans la très grande majorité des témoignages, on est sur du zéro attente, même lors d'une journée classée orange par Bison Futé. Les files d'attente étaient plus aux pompes à essence. Quant au temps de recharge, il ne rallongeait pas tant que ça la durée du voyage. On perd environ 1 heure sur un trajet de 600 km. Évalue Fred qui a multiplié les virées depuis janvier à l'achat d'une Mégane électrique. Mégane électrique qui ne recharge pas très très vite en moyenne, hein. Marc de son côté a parcouru 1000 km d'une traite, trajet pour lequel il a dû faire quelques hâtes, de 1h45 en tout. C'est vraiment pas délirant, lance-t-il parfois, nous n'avons pas le temps de manger un burger que la voiture nous demandait de reprendre la route. Les propriétaires de Tesla sont nombreux à avoir répondu à l'appel, ils semblent avantagés en la matière. Ils peuvent profiter des superchargeurs Tesla, un réseau de 145 stations. Elles ne sont pas sur le domaine autoroutier, mais aux abords. En clair, il faut sortir et perdre un peu de temps, conseille Médéric, mais la recharge se fait en 15 minutes, à peine le temps d'une pause café et pipi, soulignent Sylvie, Bruno et Franck et d'autres. Et ces pauses régulières permettent aussi d'arriver à plus frais à destination, un avantage de l'électrique qui sont nombreux à souligner. Encore plus les propriétaires de modèles dernier cri, mais loin d'être tout pour tous les budgets qui intègrent des planificateurs d'itinéraires, signalant quand et quelle borne s'arrêter. Alors, la question du prix, évidemment. Daniel, qui est passé de Charleroi en Belgique à Peñíscola en Espagne, 1500 km pour un coût de recharge de 81 euros à l'aller, 79 au retour. Chris, lui, a fait un aller-retour Grasse-Liège avec des amis pour un festival, ça est tiré pour 160 euros de recharge contre 260 que m'aurait coûté un même trajet à essence. Alors, oui. Alors, Daniel, là, du coup, c'est 2 fois 1500, hein. C'est pas une fois 1500, donc ça fait 160 euros pour 3000 km. Au final, ça va, je trouve. Détail non négligeable, ces 3 conducteurs sont rechargés sur les superchargeurs Tesla auxquels
n'ont toujours pas accès les conducteurs. Bah si, en fait. Certains superchargeurs Tesla sont ouverts à tous, hein. Faudrait se mettre à jour, les gars. Alors pas tous, mais une bonne partie quand même. Il y a des énormes différences d'une borne à l'autre. Sur l'autoroute, le coût de la recharge ultra rapide est globalement le même que pour les carburants thermiques rapportés aux 100 km. La stratégie sera donc d'éviter au maximum les arrêts recharge sur l'autoroute, en partant de son domicile à plein et en rechargeant le plus possible sur son lieu de vacances. Pas si évident. Toutefois, Olivier JP pointe la difficulté de trouver des locations équipées d'une prise de recharge. Aurélie a constaté l'absence de bornes dans certains villages touristiques du Pas-de-Calais. Sans que ce soit un souci, les petites villes avoisinantes étant bien équipées. Bah, les locations, en général, elles ont des prises. Voilà. Il n'y a peut-être pas des prises à l'extérieur, mais bon, la journée, ouais, après, vous me direz, ils partent à la mer, la journée, ils vont pas rester chez eux, mais il y a toujours moyen de brancher sa voiture, même quand ils reviennent, hein, le soir, hein, brancher un peu, quoi, avec une rallonge. Sur une semaine, si tu branches tous les soirs à 4 heures, bon, t'as le plein après, hein. 4 ou 5 heures, quoi, on va dire. Bref, il y a moyen de s'organiser, je pense. Et le matin aussi, avant qu'ils partent. Quand ils sont dans la location, quoi, en gros. Voilà au moins quelques points à améliorer pour faciliter encore les grands trajets en électrique. À vrai dire, Clément Moïson en voit bien d'autres et rappelle que plus de 800 000 véhicules 100% électriques sont aujourd'hui en circulation en France et que cette part augmente plus vite que prévu. Dans ce contexte, le réseau de bornes sur le réseau autoroutier peut être très vite saturé. Peut-être pas l'été 2024, mais sans doute celui d'après. 2024, tout 2023 du coup. Il faudra donc continuer à l'étoffer, ce qui s'annonce pas si simple. C'est que les aires de repos, n'étant pas extensibles à l'infini, et il faut garder aussi de la place pour les véhicules thermiques pour des années encore. Dans nos 169 témoignages, plusieurs relèvent déjà des premières tensions, le grand classique des voitures à essence stationnées. Ah mais ça c'est la plaie, hein. C'est la plaie, hein. Les voitures à essence stationnées sur les bornes, putain. Alors les conseils, on va finir avec ça, ça paraît évident, mais la première des choses est de bien choisir son véhicule. C'est comme tout achat, il faut définir les besoins et choisir son véhicule en fonction. Ça reste encore très juste de partir en vacances avec moins d'une centaine de kilomètres d'autonomie. Oui, voilà, c'est sûr que faire un gros trajet avec une Peugeot Ion, même en 2023, ça va être compliqué, je tenterai pas perso, hein. Le maître mot qui revient dans le temps de témoignage, anticipation, terme qui revient dans beaucoup de témoignages, on ne part plus sans avoir prévu ses arrêts. On perd cette souplesse de pouvoir faire son plein n'importe où sans calculer. Certes, les planificateurs itinéraires rendent la vie bien plus facile, mais on peut s'en passer et tracer soi-même sa route. En s'aidant des bons outils, deux reviennent souvent, ChargeMap qui recense sur une carte les bornes de recharge en Europe et ABRP, une application de navigation et de planning spécialement conçue pour les VE. Les conducteurs de véhicules électriques se retrouvent également sur les réseaux sociaux et échangent des infos pratiques. Ouais, dans les groupes Facebook par exemple. Vaut-il mieux aussi ne pas trop s'éloigner des autoroutes et de son réseau de bornes fournies? Pas forcément. Michael raconte par exemple pour être parti au Portugal avec une Zoé non pourvue de prise de recharge rapide et sans autoroute. Une aventure incroyable et sans accroc. Courageux, hein. Très courageux. Donc voilà, bah écoutez, c'est bien que 20 minutes ait pris la peine de recenser des témoignages positifs, parce que la plupart des autres sites ne font que recenser des témoignages négatifs à charge contre les VE avec des gens qui n'y connaissent rien et qui font, je dirais, n'importe quoi dans leur trajet et qui viennent se plaindre après. Donc forcément, là, c'est plutôt une bonne chose de leur part. Allez, je vous laisse commenter, témoignez vous, hein, si vous avez rencontré des difficultés ou pas pendant vos vacances. Ciao.